Et si je vous disais qu'une simple carte au trésor pouvait transformer une paisible auberge anglaise en zone zéro pour les pirates, le meurtre et le voyage maritime le plus dangereux de la littérature? Imaginez ceci. Un adolescent, un vieux coffre marin et un morceau de papier pour lequel chaque coupe-jarret des Caraïbes serait prêt à tuer. Voici l'histoire qui a créé tous les clichés de pirates que vous connaissez. La jambe de bois, le perroquet, le X marque l'emplacement. Mais l'original est bien plus sombre, bien plus palpitant que toutes les imitations qui ont suivi. Je parle de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, l'aventure qui captive les lecteurs depuis plus de 140 ans. Mais voici ce que la plupart des gens manquent. Ce n'est pas seulement un conte pour enfants sur la recherche d'or. C'est un thriller psychologique sur la confiance et la trahison, une histoire d'initiation enveloppée dans des combats au sabre de la stratégie navale et une méditation sur l'avidité qui reste étrangement pertinente aujourd'hui. À la fin de ce podcast, vous comprendrez pourquoi ce livre a créé à lui seul le genre pirate moderne et pourquoi Long John Silver pourrait être le méchant le plus complexe de la littérature. Alors préparez-vous à prendre la mer, car nous mettons les voiles vers des eaux dangereuses. Notre histoire commence à l'auberge de l'amiral Benbow sur la côte anglaise, où le jeune Jim Hawkins vit avec ses parents. C'est une vie tranquille, jusqu'au jour où un mystérieux marin balafré nommé Billy Bones s'y installe. Cet homme fuit clairement quelque chose. Il boit beaucoup, chante de vieilles chansons de marins, et paie Jim pour surveiller un homme de mer avec une seule jambe. Billy Bones est hanté, terrifié même. Il avertit Jim des hommes dangereux qui le recherchent. Et il a raison d'avoir peur. Un par un, ils arrivent, d'abord Black Dog, menant à un violent combat au sabre dans l'auberge. Puis un mendiant aveugle nommé Pew, qui presse quelque chose dans la main de Billy. La tache noire, une sentence de mort pirate. La terreur tue littéralement Billy Bones. Il meurt d'une attaque, laissant derrière lui ce mystérieux coffre marin. Jim et sa mère, craignant que les pirates ne reviennent, ouvrent le coffre et trouvent des pièces d'or, des papiers et surtout une carte. Une carte au trésor montrant une île et l'emplacement de la légendaire fortune enfouie du capitaine Flint. Avant que Jim ne puisse assimiler cette découverte, les pirates attaquent l'auberge. Lui et sa mère s'échappent de justesse avec la carte, tandis que l'aveugle Pew est piétiné à mort par des officiers des douanes dans le chaos. Stevenson établit ainsi les enjeux dès le début. Des gens mourront pour cette carte, et Jim la détient maintenant. Jim apporte la carte aux autorités locales, le docteur Livesey et l'écuyer Trelawney. Dès qu'ils la voient, leurs yeux s'illuminent de cette même fièvre, la fièvre du trésor. Trelawney commence immédiatement à planifier une expédition, achetant un navire appelé l'Hispaniola et recrutant un équipage pour naviguer vers l'île. C'est ici que nous rencontrons Long John Silver, le cuisinier du navire qui deviendra le personnage le plus inoubliable de l'histoire. Silver est charmant, intelligent, bien parlant, un ancien cuisinier de mer avec une jambe qui tient une taverne. Il semble serviable, presque paternel envers le jeune Jim. Trelawney pense avoir trouvé l'homme parfait pour aider à équiper le navire. Mais Stevenson plante des graines de doute. Silver est peut-être trop serviable dans le recrutement de l'équipage. Et il y a quelque chose à propos des hommes qui l'amènent à bord, des personnages rudes, beaucoup avec des connexions au défunt capitaine Flint. Le voyage commence dans la bonne humeur. Jim est ravi d'être en mer, apprenant les ficelles, littéralement, et découvrant la vie à bord d'un navire de travail. Le docteur Livesey, l'écuyer Trelawney et le capitaine Smollett commandent le vaisseau, tandis que Silver dirige la cuisine et divertit l'équipage avec des histoires. Tout semble parfaitement légitime. Jusqu'à cette nuit où Jim grimpe dans un tonneau de pommes pour prendre une collation et entend une conversation qui le glace jusqu'aux os. Caché dans ce tonneau de pommes, Jim entend la vraie voix de Long John Silver, pas le cuisinier amical, mais un capitaine pirate calculateur. Silver parle aux membres d'équipage qu'il a recrutés, révélant le plan entier. Ils ne sont pas là pour aider à trouver le trésor. Ils sont là pour le prendre. Une fois que les gentilshommes auront localisé le trésor en utilisant leurs cartes, les pirates les tueront tous et réclameront l'or pour eux-mêmes. Jim apprend que beaucoup de membres d'équipage sont d'anciens membres de l'équipage pirate original du capitaine Flint, les hommes assoiffés de sang qui ont enterré le trésor en premier lieu. Et Silver? Il était le quartier-maître de Flint, son commandant en second. Ce moment transforme toute l'histoire. Le voyage amical devient un jeu d'échecs mortel. Jim rapporte ce qu'il a entendu au capitaine Smollett, au docteur Livesey et à l'écuyer. Il réalise qu'ils sont en infériorité numérique. Les pirates contrôlent la majorité de l'équipage. Leur seul avantage est que les pirates ont besoin qu'ils restent vivants jusqu'à ce que le trésor soit trouvé. Stevenson construit magistralement la tension ici. Tous à bord savent qu'il y a deux camps, mais ils doivent maintenir la façade de coopération. Chaque repas, chaque décision de navigation,
Chaque conversation porte le poids de ce conflit non dit. C'est une guerre psychologique en haute mer. Quand l'Hispaniola atteint finalement l'île au trésor, la paix fragile est sur le point de se briser complètement. L'île au trésor elle-même est un personnage dans cette histoire, un endroit mystérieux et menaçant. Stevenson l'a décrit avec une beauté inquiétante, une végétation tropicale luxuriante cachant des secrets sombres, de son étrange émanant de la jungle, et un sentiment général de malaise. C'est là que le capitaine Flint a enterré non seulement le trésor, mais aussi les corps des hommes qui l'ont aidé à l'enterrer. Le capitaine Smollett prend une décision stratégique. Il permet à une partie de l'équipage de débarquer, espérant diviser les forces des pirates. Jim, agissant par impulsion juvénile, se glisse dans l'un des bateaux et débarque aussi, une décision qui faillit lui coûter la vie. Sur l'île, Jim assiste à quelque chose d'horrible. Il voit Long John Silver assassiner Tom, l'un des marins honnêtes, simplement pour avoir refusé de rejoindre la mutinerie. C'est le moment où Silver se transforme complètement de personnage ambigu en menace réelle. Le meurtre est brutal, calculé, et révèle la vraie nature de Silver. Il a survécu si longtemps en étant l'homme le plus dangereux dans n'importe quelle pièce. Jim s'enfuit dans la jungle, où il rencontre Ben Gunn, un naufragé à moitié fou qui est échoué sur l'île depuis 3 ans. Ben faisait partie d'une autre expédition pour trouver le trésor de Flint qui a terriblement mal tourné. Son esprit a été tordu par l'isolement, mais il fournit des informations cruciales. Il connaît l'île intimement, et il pourrait bien aider le camp de Jim si on fait en sorte que ça en vaille la peine. Pendant ce temps, de retour à l'Hispaniola, la mutinerie a pleinement éclaté. Le docteur Livesey découvre une vieille palissade sur l'île, une position fortifiée laissée par de précédents visiteurs. Elle est défendable, dispose d'eau fraîche et pourrait être la clé de la survie. Lui, le capitaine Smollett, l'écuyer Trelawney et les quelques membres d'équipage loyaux abandonnent le navire, transportant des provisions vers la palissade. Ils sont maintenant assiégés en infériorité numérique par les pirates de Silver. Jim finit par se frayer un chemin vers la palissade, retrouvant ses amis. Mais leur situation est désespérée. Ils ont des munitions limitées, de la nourriture limitée et sont entourés de pirates assoiffés de sang qui ont le navire et la supériorité numérique. Puis vient l'une des scènes les plus fascinantes de l'histoire. Long John Silver approche de la palissade sous drapeau de trêve. La négociation qui suit révèle le génie de Stevenson dans la création de personnages complexes. Silver est raisonnable, même amical. Il offre un marché, donne la carte au trésor et il assura un passage sur hors de l'île pour tout le monde. Il est presque convaincant dans sa civilité. Le capitaine Smollett refuse, appelant le bluff de Silver. Il sait que les pirates ne peuvent pas être dignes de confiance pour tenir de telles promesses, ils tueraient les témoins dès qu'ils auraient l'or. La négociation se termine avec Silver les avertissant sinistrement de ce qui va venir. L'attaque des pirates sur la palissade est brutale. Stevenson n'hésite pas devant la violence. Des hommes meurent des deux côtés. Le capitaine Smollett est gravement blessé. Les pirates sont repoussés, mais la victoire est coûteuse. Les défenseurs réalisent qu'ils ne peuvent pas survivre à un autre assaut comme celui-là. C'est là que Jim prend une autre décision impulsive qui change tout. Jim s'échappe de la palissade pour trouver le bateau de Ben Gunn, un vaisseau rudimentaire de fortune caché sur l'île. Son plan est téméraire. Il va couper l'Hispaniola à la dérive pour que les pirates ne puissent pas l'utiliser pour s'échapper. C'est le genre de plan brave et insensé que seul un adolescent tenterait. Sous le couvert de l'obscurité, Jim rame vers le navire et coupe sa corde d'ancre. Mais les choses tournent mal presque immédiatement. Le navire commence à dériver avec le petit bateau de Jim enchevêtré dans sa corde, le traînant avec lui. Sur le pont, il peut entendre 2 pirates se battre, l'équipage se retourne déjà l'un contre l'autre dans leur avidité. À l'aube, Jim parvient à grimper à bord de l'Hispaniola à la dérive et découvre un carnage. Un pirate est mort, un autre, Israël, est gravement blessé. Jim en conclut une alliance précaire. On a besoin d'aide pour échouer le navire quelque part d'utile, et Jim a besoin que le navire soit sous contrôle. Mais bien sûr, on prépare une trahison. Dans l'une des séquences les plus suspensives du livre, on prétend être plus faible qu'il ne l'est, attendant le moment parfait pour attaquer. Jim s'en rend compte juste à temps, et dans la lutte, il tire sur un qui tombe dans l'océan et disparaît. Jim a capturé le navire, mais il est blessé, épuisé et seul. Quand il retourne finalement à la palissade, s'attendant à un accueil de héros, il entre dans un cauchemar. La palissade est maintenant occupée par Silver et les pirates. Jim a été capturé et sa situation semble désespérée. Mais c'est là que Long John Silver montre son vrai génie en tant que personnage. Au lieu de tuer Jim, Silver le protège. Pourquoi ? Parce que Silver a réalisé que les pirates commencent à se retourner contre lui, doutant de son leadership.
Jim pourrait être un atout de négociation utile, et Silver pense toujours plusieurs coups à l'avance. Les autres pirates sont en colère, ils veulent torturer Jim pour découvrir où se trouve le trésor, où sont allés ses amis. Silver les calme avec un mélange de logique, d'intimidation et de manipulation. C'est une leçon magistrale pour comprendre les dynamiques de groupe et maintenir le contrôle par la force de la personnalité. Mais les pirates donnent quand même à Silver la tache noire, leur vote de défiance. Silver a besoin de quelque chose pour les reconquérir. C'est alors que le docteur Livesey arrive pour soigner les pirates blessés, maintenant son serment médical même avec ses ennemis. Dans un moment privé, Livesey offre de sauver Jim, mais Jim refuse d'abandonner Silver, qui l'a protégé. Livesey fait aussi quelque chose de choquant. Il donne à Silver la carte au trésor. Silver l'utilise pour allier à nouveau les pirates. Ils vont déterrer le trésor, puis régler la question du leadership. L'expédition pour trouver le trésor est tendue. Silver garde Jim près de lui, sachant que le garçon est son assurance-vie. Ils suivent les directions de la carte, trouvant de sinistres rappels de la brutalité de Flint en chemin, le squelette d'un membre de l'équipage de Flint, positionné comme une aiguille de boussole vers le trésor. Quand ils atteignent finalement l'emplacement marqué sur la carte, ils trouvent un trou vide. Quelqu'un a déjà déterré le trésor de Flint. Les pirates se retournent contre Silver dans une rage meurtrière. Ils ont été trahis, conduits dans une quête insensée, et ils le blâment. Silver et Jim se préparent à se battre pour leur vie contre des champs écrasantes. Puis des coups de feu retentissent de la jungle. Le docteur Livesey, Ben Gunn et les autres attendaient en embuscade. Les pirates se dispersent et les défenseurs restants prennent le contrôle. Voici le rebondissement que Ben Gunn révèle. Il a trouvé le trésor de Flint il y a des années pendant son isolement sur l'île. Il l'avait déjà déplacé dans une grotte et resté assis dessus tout ce temps. C'est pourquoi Livesey a donné la carte à Silver. Elle était sans valeur, un jeu stratégique pour éloigner les pirates de la palissade et les attirer dans une embuscade. Le trésor est réel, il est substantiel, et maintenant il appartient aux survivants. Il le charge sur l'Hispaniola, que Jim avait sécurisé, avec Silver, qu'il garde comme semi-prisonnier. Le plan est de naviguer vers le port le plus proche pour obtenir plus d'équipage, puis de retourner en Angleterre. Mais Long John Silver a un dernier tour dans son sac. À leur premier port, pendant que Jim et les autres sont à terre, Silver s'échappe avec un sac de pièces, assez pour l'installer confortablement, mais juste une fraction du trésor total. C'est une fin appropriée pour son personnage. Il survit par la ruse, prend ce qu'il peut obtenir et disparaît avant que sa chance ne tourne. Jim retourne en Angleterre en jeune homme riche, à jamais changé par son aventure. Il a le trésor, mais aussi des cauchemars, du mendiant aveugle Pew, des meurtres de Silver, des visages des hommes qui sont morts pour l'or. Ce qui fait perdurer l'île au trésor n'est pas seulement l'aventure, c'est la profondeur psychologique que Stevenson apporte au récit. Examinons pourquoi ce livre compte au-delà de son intrigue. D'abord, il y a Long John Silver, qui défie toute catégorisation facile. C'est un méchant qui montre à Jim une affection véritable. C'est un meurtrier qui fait preuve de loyauté. Il est manipulateur mais honnête sous sa nature. Silver est l'archétype pirate entier du cinéma compressé en un seul être humain complexe. Chaque pirate que vous avez vu dans les films, du capitaine Crochet à Jack Sparrow, doit quelque chose à la caractérisation de Silver. Stevenson faisait quelque chose de révolutionnaire, montrer que les gens dangereux ne sont pas toujours manifestement mauvais. Silver est charmant parce que c'est ainsi qu'il survit. Il aide Jim parce que cela sert ses intérêts. C'est un acteur rationnel dans un monde irrationnel, ce qui le rend bien plus effrayant qu'une simple brute. Deuxièmement, il y a le thème de l'avidité et ce qu'elle fait aux gens. Le trésor corrompt tout ce qu'il touche. L'excitation de l'écuyer Trelawney le rend imprudent dans l'embauche de l'équipage. Les pirates se retournent les uns contre les autres. Même les héros sont fondamentalement motivés par la richesse. Stevenson demande « Quelle est la différence entre la chasse au trésor et la piraterie ?» Les deux impliquent des hommes risquant leur vie pour l'or. Troisièmement, c'est une histoire d'initiation. Jim commence comme un garçon suivant les ordres et finit comme un jeune homme qui a tué des gens, commandé des navires et déjoué des criminels professionnels. Mais cette croissance vient avec un traumatisme. Le trésor que Jim gagne est à la fois littéral et métaphorique, richesse et sagesse achetée avec l'innocence perdue. Le livre explore également la classe sociale et la mobilité sociale dans l'Angleterre victorienne. Silver est intelligent et capable, sans doute plus que l'écuyer Trelawney, mais la société l'a placé dans le rôle de serviteur. La piraterie devient une forme de rébellion sociale violente. Ces hommes prennent par la force ce que la société ne leur donnerait jamais par un travail honnête. L'écriture de Stevenson mérite attention.
Il a écrit cela à l'origine comme un feuilleton pour un magazine pour enfants, créant des rebondissements et des moments d'action parfaitement rythmés pour ce format. Mais il a élevé la forme avec une technique littéraire qui fonctionne à plusieurs niveaux. Ses descriptions de l'île créent une atmosphère de belle menace. Le cadre tropical semble idyllique jusqu'à ce que vous vous souveniez que c'est là où des hommes ont été assassinés et laissés à pourrir. Stevenson utilise des détails sensoriels, l'odeur des marais, les cris étranges des animaux, la chaleur oppressante, pour faire sentir au lecteur le malaise de l'endroit. La voix narrative est cruciale. Jim raconte cette histoire rétrospectivement, en tant qu'adulte regardant en arrière sur un traumatisme d'enfance. Cette distance permet à la fois l'excitation juvénile et la réflexion mature. Jim le narrateur peut nous dire des choses que Jim l'enfant ne comprenait pas à l'époque, créant une ironie dramatique qui renforce la tension. Le dialogue de Stevenson révèle brillamment les personnages. Silver parle différemment à différentes personnes, éduqué et raffiné avec les gentilshommes, cru et direct avec ses compagnons pirates, presque grand-paternel avec Jim. Chaque voix est un masque, et le lecteur doit deviner lequel, le cas échéant, est réel. La structure du livre est également astucieuse. Il est divisé en parties avec des tons différents. Le mystère de Billy Bones à l'auberge, le voyage avec une paranoïa croissante, le chaos violent de l'île, et enfin la chasse au trésor avec ses retournements. Chaque section escalade les enjeux et révèle de nouvelles couches. Stevenson a publié L'île au trésor en 1883, pendant la fascination de l'ère victorienne pour l'aventure et l'empire. La Grande-Bretagne contrôlait de vastes territoires, et les histoires d'exploration et de conquête capturaient l'imagination publique. Mais Stevenson était subtilement subversif. La littérature traditionnelle victorienne pour garçons présentait des leçons morales claires et des protagonistes héroïques. Stevenson leur a donné une ambiguïté morale. Son personnage le plus convaincant est un méchant. Ses héros réussissent en partie grâce à la chance et à l'aide d'un naufragé à moitié fou. Le trésor qu'ils recherchent a été volé en premier lieu. Ils ne sont vraiment que des voleurs volant d'autres voleurs. Les pirates historiques dont Stevenson s'est inspiré étaient bien plus sombres que sa version. La vraie piraterie dans les années 1700 impliquait brutalité, maladie et vie courte et misérable. Stevenson les a romancés, oui, mais il les a aussi manisés. Ces pirates ne sont pas des monstres, ce sont des hommes désespérés et avides faisant des choix terribles. La géographie du livre est délibérément vague mais s'inspire de la connaissance de Stevenson des îles caribéennes. Il a en fait dessiné la carte au trésor avant d'écrire l'histoire, laissant les caractéristiques de la carte inspirer les points d'intrigue. Cette attention à la logique spatiale rend les séquences d'action crédibles. Fait intéressant. Stevenson a écrit une grande partie de cela alors qu'il souffrait de tuberculose, alité et se battant pour sa propre vie. Peut-être que cette confrontation personnelle avec la mortalité a informé les thèmes du livre sur la mort et ce que les hommes risqueront pour leurs désirs. L'île au trésor n'a pas seulement influencé la littérature, elle a créé notre conception moderne des pirates. Avant ce livre, les pirates dans la fiction étaient de divers types. Après ce livre, ils ont tous commencé à ressembler à Long John Silver. Le perroquet sur l'épaule, c'est du perroquet de Silver, le capitaine Flint, nommé d'après son capitaine mort. La carte au trésor avec un X, Stevenson l'a popularisée. L'idée que les pirates enterrent le trésor du tout, rare dans la réalité, commune après ce livre. Les pièces de 8, les chansons de marins, la tache noire, tous ces tropes de pirates ont soit pris naissance ici, soit ont été popularisés par Stevenson. Le livre a été adapté d'innombrables fois. Films, séries télévisées, pièces radiophoniques, productions théâtrales, même des attractions de parc à thème. Chaque adaptation met l'accent sur différents aspects. Certaines jouent l'aventure, d'autres les éléments de thriller psychologique, certaines en font une comédie. L'île au trésor de Disney de 1950 a présenté l'histoire à de nouvelles générations. Muppet Treasure Island en a fait une comédie musicale. Le film des années 1990 Treasure Planet l'a réimaginé comme de la science-fiction. Chaque version prouve l'adaptabilité de l'histoire tout en luttant pour capturer la complexité morale de Stevenson. Long John Silver en particulier s'est avéré infiniment réinterprétable. Il a été joué comme menaçant, comique, tragique, même sympathique. Le personnage contient des multitudes, c'est pourquoi il fonctionne dans tant de contextes différents. Les histoires de pirates modernes, des pirates des Caraïbes à Blackside, sont toutes en conversation avec l'île au trésor, embrassant ou subvertissant ses tropes. En 2025, pourquoi quelqu'un devrait-il se soucier d'un roman d'aventure victorien? Parce que ce thème reste urgent. L'île au trésor demande « Combien de compromis moral est acceptable dans la poursuite de la richesse? Quelle est la différence entre les affaires légitimes et la piraterie ?»
Ces questions résonnent à une époque de milliardaires et d'inégalités économiques. Les pirates sont des criminels, oui, mais le capitaine Flint l'était aussi à l'origine. Il est juste devenu assez riche pour devenir respectable. L'histoire explore la confiance dans des systèmes indignes de confiance. Jim doit naviguer dans un monde où le cuisinier amical veut le tuer, où les gentilshommes se révèlent incompétents, où la survie nécessite une vigilance constante. Cela semble pertinent à une époque de désinformation et de méfiance institutionnelle. La caractérisation de Silver défie notre désir de catégorie morale simple. Nous voulons que les méchants soient manifestement mauvais, mais les gens les plus dangereux sont souvent charismatiques et intelligents. Silver réussirait brillamment dans l'Amérique corporative moderne, utilisant les mêmes compétences qu'il utilise pour la piraterie. Lire les gens, construire des coalitions, savoir quand trahir et quand coopérer. Le livre parle également du conflit générationnel. Jim devient adulte en rejetant à la fois l'autorité incompétente de l'écuyer Trelawney et la liberté dangereuse de Long John Silver, trouvant son propre chemin. Chaque génération fait face à des choix similaires entre des traditions imparfaites et des alternatives attrayantes mais dangereuses. Enfin, il y a quelque chose d'essentiel dans l'aventure elle-même. Nous vivons des vies de plus en plus médiatisées, vivant des choses à travers des écrans. L'île au trésor nous rappelle le risque physique direct de faire des choix irrévocables avec des enjeux de vie ou de mort. C'est de l'évasion, mais une évasion qui défie plutôt qu'elle n'apaise. L'île au trésor reste un chef-d'œuvre parce que Stevenson a compris quelque chose de fondamental. Les meilleures histoires d'aventure ne concernent pas vraiment le trésor du tout. Elles concernent qui nous devenons dans sa poursuite. Jim Hawkins trouve l'or mais perd l'innocence. Long John Silver survit mais vit en exil. Les morts restent morts, leur trésor n'achetant rien dans la tombe. L'aventure transforme tout ce qu'elle touche, généralement pour le pire. Pourtant, il y a une excitation indéniable dans ces pages, le frisson de la découverte, l'épreuve du courage, la complexité de la nature humaine sous pression. Stevenson nous a donné un modèle d'aventure qui fonctionne parce qu'il respecte à la fois l'excitation et le coût. Chaque fois que vous voyez un pirate dans la culture populaire, souvenez-vous, vous voyez l'ombre de Robert Louis Stevenson. Chaque chasse au trésor, chaque trahison, chaque méchant charmant avait des profondeurs cachées. Il remonte tous à ce livre. Alors voici ma question pour vous, et je veux vraiment que vous y réfléchissiez. Si vous trouviez une carte au trésor demain, sachant ce que vous savez de cette histoire, la suivriez-vous? La promesse de richesse vaudrait-elle la peine de tout risquer? Et plus important encore, pensez-vous que vous seriez plus comme Jim Hawkins, essayant de faire ce qui est juste, ou plus comme Long John Silver, faisant tout ce qu'il faut pour survivre? Pensez-y et faites-moi savoir votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Navigueriez-vous vers l'île au trésor? Si vous avez apprécié cette plongée profonde dans l'un des plus grands contes d'aventure de la littérature, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Nous explorons plus d'histoires classiques qui ont façonné la culture moderne, de l'horreur gothique de Dracula à la science-fiction de Jules Verne. Ces livres ne sont pas seulement de vieilles histoires, ils sont le fondement de tout ce que vous aimez. Dans le divertissement moderne, il y a toujours plus à découvrir sous la surface. Appuyez sur ce bouton d'abonnement, activez la cloche pour les notifications, et je vous verrai dans le prochain épisode. D'ici là, continuez à lire, continuez à questionner, et souvenez-vous, les meilleurs trésors sont ceux qui changent la façon dont vous voyez le monde.